Mesdames et messieurs, chers concitoyens, bonsoir. C'est notre rendez-vous traditionnel du premier lundi du mois. Et en ce 6 novembre, qui arrive après les fêtes de Toussaint, force est de dire que l'ambiance est morose dans notre pays, compte tenu des événements tragiques que nous venons une nouvelle fois de subir. D'abord avec l'assassinat d'un professeur à Arras, et puis les événements du Moyen-Orient avec les actes de barbarie qu'on pensait ne pas revoir depuis 1945, même s'il y a eu beaucoup d'exactions, de meurtres et d'atrocités, mais à ce point-là, seule la Deuxième Guerre mondiale nous l'avait réservé. Eh bien, les choses ont recommencé et de nouveau dans notre pays, des Français, parce qu'ils sont de confession juive, peuvent avoir peur de vivre chez nous du fait d'agressions diverses et variées et également d'insultes ou de provocations et aussi de marquages sur des murs comme on le voyait dans les livres d'histoire à Berlin dans les années 33, 38, 39. Voilà, donc c'est un peu lourd et il est difficile de faire comme si de rien n'était. Bien évidemment, dans notre commune, notre ambition, c'est de préserver la tranquillité de tous, quels qu'ils soient, et de faire en sorte que chacun respecte les uns et les autres. Voilà pourquoi il n'est pas question d'affronter, de s'affronter sur des terrains qui sont extérieurs à notre commune, mais au contraire de faire en sorte de vivre ensemble pour se respecter mutuellement. C'est sans doute un vœu pieux, mais c'est celui que je forme en tant que maire de cette commune et attaché à l'idée d'une république une et indivisible, mais qui semble de plus en plus être un vœu pieux. Alors comme ce n'est pas encore l'époque des vœux, je n'irai pas plus loin sur ces terrains en disant que les autres événements un petit peu difficiles dans notre pays ont été des événements plus d'ordre climatique, en particulier dans notre département, avec les intempéries sur la Vésubie, la Tinée et la Roya. Pour le moment, nous sommes préservés. Je voudrais rappeler que nous avions subi le 21 novembre, 22 novembre 2019 de très graves intempéries sur notre commune qui ont occasionné 11 millions d'euros de dégâts. 11 milliards, je m'emballais. 11 millions d'euros de dégâts auxquels il a fallu faire face. Et heureusement, sans drame humain. Mais voilà pourquoi chaque année, dans Parole de Grenouille, nous publions un petit fascicule qui n'est pas fait pour décorer. Il est fait pour alerter sur qu'est-ce qu'on fait face au risque. Ce petit fascicule épinglé, donc dans Parole de Grenouille, que l'on peut trouver aussi dans tous nos services municipaux, rappelle ce qu'il convient de faire en fonction des intempéries. Et donc, faire face aux risques, nous l'avons publié pour la première fois juste à l'automne 2019. Donc, notre thème, c'était prévenir pour ne pas subir. Donc, je vous invite vraiment à avoir ça chez vous pour savoir quoi faire en fonction des intempéries que l'on peut rencontrer. Les inondations, les incendies, les mouvements de terrain, les séismes, les matières dangereuses, enfin voilà. Donc c'est vraiment un document important et par ailleurs, je répète, de vous inscrire sur l'application Maire et Citoyen qui, en cas de risque, comme ça a été le cas récemment, vous prévient tout de suite, vous informe tout de suite du risque et de ce qu'il convient de faire, puisqu'on va vous donner les informations au fur et à mesure. C'est un élément de prévention et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. L'application Maire et Citoyen est gratuite et au-delà du risque, vous donnera aussi toutes les informations sur notre commune. Y a-t-il plus d'intempéries qu'avant? Y en aura-t-il moins? Voilà, ce sont des débats qui sont ceux de notre époque. Alors on n'est pas non plus dans le catastrophisme
ambiant, on sait qu'il y a des risques et la façon de gérer les risques, c'est de les prévenir et non pas de les subir en se désolant. C'est ce que nous faisons pour notre part, en sachant que quand il tombe de toute manière 2 mois de pluie en 24 heures, il y aura forcément un peu d'eau partout sans qu'on ait pu changer quoi que ce soit, et indépendamment de l'urbanisation, comme on se plaît toujours à le dire dans certaines chaînes médiatiques. Du côté de Saint-Martin-Vésubie, je ne pense pas qu'il y ait une urbanisation extravagante dans la Roya non plus qui justifie d'avoir plus de pluie ou plus de dégâts. C'est simplement que les pluies sont plus abondantes. Vous observerez d'ailleurs que tout ce qui s'est récupéré en aval n'a pas entraîné de désordre particulier, ce qui prouve que le risque est indépendant de l'urbanisation actuelle, non pas du passé. Et c'est vrai, par exemple, dans notre commune, par exemple, sur le secteur des Morettes. Nous travaillons en ce moment, vous avez pu voir des travaux sur la 7, des travaux qui vont durer 9 mois, qui sont en train de reconfigurer tous les réseaux qui datent de plus de 40 ans et qui n'avaient jamais été changés, alors que pourtant la commune s'est développée. Elle s'est développée avec des résidences sur la partie collinaire, puis de l'activité économique bien bétonnée, bien bituminée aussi, mais sans se préoccuper des réseaux. Et ce sont les projets actuels de résidence, d'immeubles, d'activités économiques qui font que nous traitons justement ces réseaux et qui vont prendre un peu de temps, hein, mais pour éviter les inondations et réparer le passé. Et le cœur des Morettes, les nouvelles résidences Éclore, Terrasse de Lascaris et Cap 7 sont faites avec des bassins de rétention, là où un petit peu plus haut, la résidence des Morettes, telle qu'elle a été conçue en son temps, n'a prévu aucun bassin de rétention et fait dévaler toutes les eaux sur l'aval. Voilà. Donc c'est du travail de prévention. Le futur boulevard Général de Gaulle qui va s'ouvrir ces jours-ci, qui se termine, tout le boulevard en dessous, c'est un bassin de rétention pour récupérer toutes les eaux pluviales, ce qui n'est pas le cas sur les autres voiries à proximité. Donc la construction n'est pas un facteur aggravant, elle est aujourd'hui au contraire un élément réducteur. Mais avant d'aller réussir à faire comprendre tout ça, c'est un peu difficile, surtout lorsque l'on préfère développer les risques pour vendre ce que l'on a à dire, plutôt que de faire de la pédagogie pour enseigner et non pas affoler. Donc le cœur des Morettes continue son développement. Le boulevard de Gaulle devrait être ouvert d'ici la fin du mois de novembre. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu comment fonctionne la circulation. Nous avons fait en sorte qu'il puisse déboucher sur l'avenue des Morettes avec un petit rond-point qui évite de mettre un feu, un stop, un céder le passage difficile. Ce rond-point est fait pour les véhicules légers. Bien sûr, il y a quelques poids lourds dans cette avenue dans la journée et il a été fait pour qu'on puisse effectivement passer dessus. Quelqu'un nous en a fait la remarque sur Maire et Citoyens en disant « mais c'est absurde ». Ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut faire des ronds-points destinés aux véhicules légers et permettre, bien sûr, aux poids lourds très, très encombrants de pouvoir passer dessus, mais qui incitent aussi au ralentissement. Donc, c'est quand ça fonctionnera qu'on regardera si nos techniciens ont eu raison de prévoir cela ainsi, sinon on rectifiera bien sûr. En toute chose, il faut de la patience et on accepte bien sûr toutes vos observations dans le fonctionnement. La façon de circuler, la façon d'éviter la vitesse, les risques, nous les adapterons au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord travailler sur ça avant de l'ouvrir totalement à la circulation. Voilà un petit peu sur les enjeux, comme d'habitude, sur la 7, avec peut-être des questions dessus déjà. Il y a une petite question.
Il y a une petite question sur ce quartier. On demande s'il est toujours prévu que l'avenue du docteur Julien Lefebvre soit renommée. Il n'a jamais été prévu de renommer l'avenue du docteur Lefebvre. Donc déjà, l'information était fausse. Ça n'a jamais été évoqué ni dans un conseil municipal, ni aucunement même dans les différentes rencontres avec les riverains ou les campagnes électorales. Donc je ne sais pas qui a pu dire qu'on allait renommer l'avenue du docteur Lefebvre, mais je comprends peut-être la question par rapport à l'actuelle dénomination des terrasses de l'Ascaris, qui porte bizarrement un numéro et une adresse fictive qui n'existe pas. 635 avenue du docteur Lefebvre. Quand on n'est pas avenue du docteur Lefebvre, il y a vraiment qu'en France qu'on peut voir des choses pareilles, puisque l'avenue du docteur Lefebvre est située bien plus haut et en aucun cas devant les terrasses de l'Ascaris. C'est ce qui explique pourquoi, justement, le boulevard de Gaulle, c'est son nom, prendra sa place, a déjà pris sa place. Et c'est vrai que pour les résidents, c'est un petit peu compliqué que de devoir rechanger son adressage. Alors sachez qu'on en a informé tous les groupements importants comme la Poste, même si, paraît-il, les facteurs n'ont toujours pas l'information de leur maison mère, mais ça viendra. Bien sûr, nous laisserons en dessous pendant un certain temps le numéro précédent et l'avenue telle qu'elle était nommée. C'est vrai aussi pour la Pierre au Tambour, puisque désormais c'est aussi le boulevard de Gaulle qui relie les Cavaliers aux Morettes. Et donc, c'est une erreur qui n'en est pas une, c'est un problème de construction de la part de la promotion immobilière qui a mis son adresse pour la résidence Éclore et qui l'a transcrite ensuite pour les résidences qui étaient en contrebas de la résidence Éclore. La promotion immobilière savait très bien qu'il y avait une voie nouvelle, puisque c'est eux qui l'ont réalisée, mais ils ne se sont pas trop préoccupés de la dénomination, bien qu'on leur ait dit, hein, parce que là aussi, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Et donc, nous nous sommes retrouvés prisonniers de cet adressage de 635 avenue du docteur Lefebvre pour les traces de l'Ascaris, alors qu'il n'y a pas d'avenue du docteur Lefebvre à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est les joies qui posent toujours quelques difficultés. Un petit problème de son. C'est bon, c'est revenu. Bien, je suis désolé si vous avez quelques interférences du son. Généralement, on fait LAN pour avoir le son, donc je ne sais pas si je suis suffisamment intervenu là-dessus, mais ça, c'est les joies de la technique, et tout le monde sait bien que c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire en début d'intervention.
Nous aurons un conseil municipal demain. Alors ce conseil municipal, on peut le suivre en direct, je le rappelle, c'est à 16 heures. Tout le monde n'est pas disponible à 16 heures, bien sûr. Et on peut le resuivre après en différé, avec un certain nombre de questions à l'ordre du jour. Nous en avons pas mal, mais je voudrais que vous le sachiez quand même. Nous avons par exemple les rapports annuels des services publics, avec notamment la gestion du port de Marina, par le concessionnaire qui s'appelle Maribay. Alors je sais qu'il y avait des questions qui étaient posées sur les travaux. Je vous mets à l'aise, vous n'avez pas fini. Voilà, parce que des travaux de cette importance, faut pas se leurrer, c'est désagréable, c'est perturbateur et c'est surtout la première année des travaux qui est la pire. Donc, bien entendu, vous avez vu toute l'installation qui a été faite, les engins que nous avons. J'allais dire, c'est quand même la résurrection de Marina qui se fait là, parce que le centre Biovimère dégradé, pour pas dire pourri, une verrue dans un environnement de cette nature, de cette qualité, qui est resté là 15 ans dans l'inertie totale. Et les défenseurs de l'environnement, puisqu'il paraît qu'il y a des défenseurs de l'environnement, n'ont pas du tout été gênés par ce chancre, dans lequel on a trouvé quelques 6 tonnes d'amiante, par exemple, sans parler de toutes les pollutions qui étaient rejetées, mais très naturellement, puisqu'il n'y avait pas d'activité, dans le port et au-delà du port. Donc vous avez des organismes qui aujourd'hui font des recours contre le permis de construire, de réalisation de la nouvelle capitainerie avec son hôtel, mais ils devraient au contraire s'en féliciter parce qu'on assainit totalement tout ce secteur de Marina qui était vraiment, il n'y a pas d'autre mot, complètement pourri. Et donc les travaux sont importants, la liquéfaction des sols, les pollutions, tout ça a été traité très sérieusement. Et non pas en camouflant la misère sous le tapis, mais vraiment en expurgeant tout. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu les travaux s'en rendent compte. C'est quelque chose de lourd. On peut espérer que, passé cette saison hivernale et au printemps, les travaux qui se poursuivront, puisqu'il y en a quand même jusqu'en 2025, puisqu'on a pris un peu de retard, du fait de certaines procédures, et puis avec aussi le Covid, et les problèmes de matériaux, les problèmes aussi d'inflation. On peut penser qu'à partir de l'été 2024, les choses seront un peu moins perturbatrices qu'aujourd'hui. Mais c'est ainsi. Il faut faire avec, il faut subir. Je vous rappelle que la concession est sur 30 ans. Et que donc, pour profiter des années ensuite, il faut bien commencer par le commencement. Sans parler du fait qu'on remet à neuf quand même le port en lui-même tel qu'il est, qu'on le met en sécurité, qu'il n'avait pas, notamment sur tous les branchements électriques qui étaient totalement obsolètes. Donc Maribay fait un gros travail de réfection, de rénovation, et donc tout le monde pourra en profiter, mais on est dans la période du dur. Donc nous aurons ce rapport d'activité mardi demain au conseil municipal. Donc c'est ça l'intérêt de suivre des conseils municipaux, non pas en suivant tout l'ordre du jour, mais d'aller piocher et de voir quelles questions étaient posées, et on a les réponses. C'est toujours mieux qu'un article de presse un peu réducteur, simplificateur, et qui ne peut pas donner tous les éléments d'information que l'on peut donner, par exemple, dans un conseil municipal. Nous aurons aussi le rapport sur les concessions de plage. Qu'est-ce que rapportent les concessions de plage avant leur renouvellement pour 2024 ? Vous verrez que ça ne rapporte pas grand-chose. Contrairement à une idée reçue, ça rapporte surtout à l'État, puisque ce que les concessionnaires, les plagistes, comme on dit, versent à la commune, nous en reversons une bonne partie également à l'État, qui lui, pour lequel on travaille en fait. Donc l'État est quand même très fort. C'est son domaine. Il s'en occupe pas, il le donne à la commune qui doit le gérer à sa place, faire toutes les procédures administratives avec la rigueur que l'État lui demande, et puis ensuite il touche l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Nous sommes les boys, voilà, et donc nous on n'a pas droit à l'erreur bien sûr, et pour le compte d'autres qui n'ont plus ces soucis, faute de moyens. D'ailleurs, ils le reconnaissent bien volontiers qu'ils n'ont pas les moyens d'y satisfaire.
Nous aurons ensuite les dérogations d'une commune à l'autre pour les dérogations scolaires. Alors ce que vous ne savez pas, mais je vais le répéter quand même, c'est que lorsque un enfant de Villeneuve-Loubet va dans une autre commune faire ses études, bien la commune de Villeneuve paye à la commune d'accueil les frais de scolarité de la commune extérieure. Voilà. Voilà pourquoi, inversement, quand quelqu'un vient chez nous, eh bien, c'est la commune extérieure qui doit payer à notre commune les frais de scolarité. Voilà pourquoi les dérogations, ça ne peut pas se faire parce que j'habite là, je travaille là, je ne comprends pas. Voilà, c'est des rapports entre communes qui sont un peu compliqués, qui ont un coût quand même. Hein, c'est de l'ordre de 100 000 € par an, mine de rien. Hein, donc ça n'est pas neutre dans le budget communal, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et nous aurons aussi une information sur le permis de louer. Alors c'est quelque chose que nous avons instauré dans le village, ce permis de louer. On a fait une jolie brochure. Alors bien sûr, ça concerne exclusivement pour le moment le centre ancien. Et ça tombe bien parce que le permis de louer, c'est de demander aux propriétaires de mettre en état leur habitat avant de le louer. Or, vous le savez, avec la transition énergétique, le programme du gouvernement fait que désormais les propriétaires ne pourront plus louer leur habitat comme ils le faisaient jusqu'à présent. Donc ce permis de louer, je vous invite, ceux qui sont résidents au village, de prendre contact avec notre service de la sécurité générale qui est en mairie, hein, pour en connaître les détails, ou sinon même au centre communal d'action sociale. Et j'invite les locataires aussi à nous dire si l'habitat dans lequel ils se trouvent est tout à fait satisfaisant en termes de conditions de vie. Ça a l'avantage d'empêcher l'insalubrité des logements, de préserver aussi la qualité du logement et puis d'éviter à terme sa dégradation. Il en est de même pour les ravalements de façades qui se font en ce moment, et il faut saluer les propriétaires qui jouent le jeu, hein, parce que c'est un investissement bien sûr, mais qui permettent de reprendre les façades, de profiter de l'occasion pour aussi tout ce qui est menuiserie, pour les rendre compatibles avec les nouvelles réglementations. Et au-delà d'un relookage pour le village, c'est aussi une qualité pour l'habitat. Il y a aussi donc l'intérieur de cet habitat et nous sommes vigilants là-dessus. Alors pour le moment, nous ne sanctionnons pas parce que ceux qui enfreignent et louent sans passer par nous, sans même faire une déclaration, puisqu'il ne s'agit que d'une déclaration, s'exposent quand même à un procès-verbal de quelques 5 000 €. Donc nous avons fait cette mise en place il y a maintenant un peu plus d'1 an. On va de plus en plus aller un peu plus loin et on ne souhaite pas verbaliser, on souhaite simplement que tout le monde joue le jeu pour éviter de jouer les marchands de sommeil et de favoriser la dégradation de notre centre ancien, de notre village. On ne peut pas à la fois dire qu'on aime son village et louer au black à n'importe qui, n'importe comment et dans des conditions qui font vivre n'importe comment aussi. Voilà, donc les choses sont dites et elles seront redites en tant que de besoin. Et puis, toujours dans cet ordre du jour que nous avons, les travaux que nous allons commencer au village, là aussi, ce sont les travaux de réseau d'assainissement, de réseau d'eau pluviale. Ils ont 40 ans. Nous avons commencé à rénover notre chœur ancien sur la rue Asquier, qui ressemblait vraiment à rien. Nous avons repris tous les réseaux. Nous avons même créé une place qui s'appelle la place Autier, qui était envahie de voitures dans le passé. Nous avons rénové la place de Verdun et nous allons continuer sur la rue de l'Hôtel de Ville. C'est l'entrée dans le village. Et puis la rue des Mesures. Et donc, nous voulons un dallage confortable comme nous l'avons fait place de Verdun. Mais au-delà du dallage, qui est de l'esthétique, il y a ce qui se passe en dessous. Et c'est important d'assainir et de recalibrer et de faire en sorte que les choses fonctionnent bien parce que de temps en temps, il peut y avoir des désordres, comme ça s'est produit fin août, début septembre sur l'avenue de la Liberté. On a vu que pendant 2-3 jours, la circulation a été très perturbée parce qu'il y a une canalisation qui s'est rompue et qui aurait pu être grave puisque c'était une canalisation d'assainissement. Je remercie d'ailleurs les riverains qui nous en ont informé côté des Bugadières
hein, qui ont trouvé suspect et qui ont insisté, parce que nous transférons tout à la CASA, puisque c'est elle qui a la responsabilité des réseaux désormais, et qui ne l'avaient pas forcément pris très au sérieux au départ. C'est grâce à vous que nous avons pu, nous, être le relais et finalement trouver les solutions. Donc continuez par l'application Maire et Citoyen, par Allo Mairie, de nous dire les choses que vous observez qui n'ont pas l'air tout à fait normales. Et ça permettra de trouver des solutions. Donc là, c'est des travaux qui vont durer effectivement plusieurs mois, mais qui vont être fractionnés. Bien entendu, je rassure les commerçants, dans la mesure où nous allons faire ces travaux, la CASA va faire ces travaux dans la période où ils n'ont pas trop de clientèle et qu'ils seront suspendus tout naturellement quand il y a la période de la belle saison et du tourisme, ça va de soi, ce qui fait que il y a ce que l'on va faire en dessous d'abord pour commencer, puis après ce que l'on fera au-dessus, et on tâchera de faire pour le moins désagréable et le moins nocif. On sait bien qu'on est là dans du travail de proximité. Voilà pour cet ordre du jour. J'y rajouterai que nous aurons l'occasion aussi d'évoquer le bruit des avions. Je ne sais pas si notre motion fera du bruit, mais nous l'avions évoqué déjà au mois de juin. Alors, les Villeneuvois ont pu constater quand même qu'ils entendaient les avions qu'ils n'entendaient pas dans le passé. Ça tient au fait que l'aéroport a changé sous prétexte d'environnement. C'est beau quand même. Hein, c'est quand même bien. On réduit le circuit de circulation. Comme ça, on fait des économies de kérosène, surtout pour les compagnies. Et en même temps, il y a moins de pollution pour l'atmosphère. Simplement, les riverains d'à côté, eux, ils prennent le bruit. Et ça, c'est un élément qui n'était pas envisagé par l'aéroport. Et je vous montre un document qui vous montre le circuit. Nous, on est quelque part là, ici. Hein, je ne sais pas si tout le monde peut le voir. Et donc, dans le passé, quand on partait de l'aéroport, on faisait un grand détour au large. C'est ce que vous avez ici en rose. Et on passait au-dessus du Fort Carré, à Antibes. Et là, on ne sait pas trop pourquoi. On a décidé de réduire, et je répète, c'est d'abord pour des économies de kérosène plutôt que de consommation pour l'environnement. Donc on l'a réduit en vert ici, pourquoi pas, mais au lieu de continuer à passer par le Fort Carré, nous l'ont fait passer par Vaugrennier. Sans doute parce que pour eux, sur la carte, à Vaugrennier, il n'y a personne. Donc ils l'ont fait passer au-dessus de Vaugrennier. Le bilan quand même de ce circuit, c'est que, quoi qu'en disent les spécialistes de la commission et les résultats, forcément, ils ne sont pas aussi hauts que dans le passé, ils sont forcément plus bas puisqu'on les entend et qu'on les voit. Voilà. Et donc, dans le passé, l'avion, on le voyait très très haut dans le ciel et donc on ne pouvait pas l'entendre. Aujourd'hui, quand il passe au-dessus du village, vers les Espéresses et vers la Colle-sur-Loup, voire Saint-Paul, car Saint-Paul est aussi concerné, eh bien, on l'entend qu'on ne l'entendait pas. Alors bien sûr, heureusement, on n'est pas à Orly. Heureusement, ce n'est pas un dérangement excessif, mais tout de même, hein, du matin tôt au soir très tard, on peut entendre. Donc, nous sommes intervenus avec Marie Benassayag et Serge Jauvert au sein de la commission et nous demandons dans cette délibération qu'on veuille bien refaire les études d'avant. Parce que l'habileté, c'est de dire oui, mais avant, on n'avait pas fait les relevés, comme ça, on ne peut pas comparer avec aujourd'hui. Bah voyons, vous revenez à ce que vous faisiez hier. Et sinon, au lieu de passer sur Vaugrennier, vous repassez comme avant sur le Fort Carré, qui dérangeait absolument personne. Et comme ça, on sera tranquille. Alors, c'est un combat qui n'est pas essentiel, qui n'est pas déterminant, parce que je le répète, c'est pas une nuisance insupportable, mais c'est quand même une nuisance dont on aurait pu se préoccuper avant de modifier le circuit comme on l'a fait. Donc nous y sommes attentifs et nous le faisons d'autant plus que les Villeneuvois nous ont posé la question, mais de manière très, très parcimonieuse. On n'a pas eu un emballement de nos concitoyens là-dessus, mais sachez qu'on ne laisse rien de côté et qu'on essaye de trouver des solutions. Si on veut bien nous occuper, nous écouter, bien sûr, ça va de soi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour le mois de novembre qui arrive.
avec ce conseil municipal. Maintenant, s'il y avait des questions qui sont intervenues, c'est bien volontiers que j'y réponds. Alors, il y a une question qui date pas d'aujourd'hui, mais qui a un petit peu agité Facebook, qui concerne l'accès aux collines autour du village et au domaine de Monsieur le Marquis. Eh bien voilà, il faut savoir que Villeneuve-Loubet, la Révolution n'y est pas passée. Voilà. C'est-à-dire que le propriétaire du château de l'époque est resté en place, il a pu s'échapper et revenir reprendre son bien par la suite. Et il faut savoir que Villeneuve-Loubet, dans les années 50, tout appartient à la famille du château, que je ne nommerai pas, mais que l'on connaît bien pour beaucoup, quoi. Et donc, par exemple, le parc de Vaugrenier, c'était les territoires de la famille en question. Par exemple, la traversée de l'autoroute sur notre commune était pour les 3/4 sur les terrains de la famille. Voilà. La route de Grasse, pour aller sur Grasse, comme son nom l'indique, eh bien, tous les terrains de chaque côté de la route appartiennent à cette famille et qui ne fait pas forcément toujours les facilités, ne serait-ce que pour mettre une antenne qui facilite la communication pour les établissements qui travaillent sur le site, à tel point qu'on a dû trouver un délaissé de la route départementale, parce que c'est aussi une route départementale. Autant vous dire qu'on est à Villeneuve, mais il n'y a rien qui appartient à Villeneuve. Les terrains sont privés et la route est départementale. La bonne nouvelle que le président Ginesy devrait annoncer bientôt, c'est que le département, à notre demande, à la demande de Marie Benassayac, de moi-même depuis des années, enfin, le département a un profilage de route qui va permettre de sécuriser cette route totalement avec, pour les piétons et les vélos. C'est-à-dire partir du Clotérol, où vous avez de la résidence, jusqu'au village, en sécurité, à pied et en vélo. Incroyable mais vrai. Alors on n'y est pas encore, mais le profilage est fait. Et bien sûr, ça va passer par les terrains de la famille du château en question, qui pour le moment ne répond pas au département, sûrement parce qu'ils n'ont pas pu avoir le mobile qui n'a pas été installé, l'antenne mobile, hein, donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le joindre. Hein, mais je ne doute pas qu'on y arrive, oui, sinon il faudra exproprier. Alors exproprier un morceau de fossé de route, franchement, il y a peut-être mieux à faire pour rester dans l'histoire locale que de s'opposer à tout. Donc j'espère que la bonne volonté et l'intelligence surtout l'emporteront. Et le département est prêt par tranche à réaliser cette sécurité de cette route que l'on sait dangereuse, qui a déjà été bien sécurisée et qui le reste si on veut bien rester à 70 km/h. Parce que ceux qui la trouvent dangereuse, ce sont ceux qui subissent les autres véhicules qui, eux, ne roulent pas à 70 km/h. Ou à 50 quand il en est question. Alors c'est vrai que sa configuration n'est pas dans les virages qui amènent au village, ne sont pas les mieux conçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, le département va travailler sur cette route et c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment le grand axe qui nous échappe. Alors pour revenir aux collines que vous avez de chaque côté, dans ces collines, vous avez vu qu'il y a des activités. Il y a un centre de tennis, le tennis avec Tsonga, Wilfried Tsonga, qui est notre concitoyen désormais, avec Urban Soccer, avec le golf, avec le bois des lutins, le camping du sourire. Tout ça, les terrains appartiennent à un seul et unique propriétaire. Voilà. Et donc, comme tout n'est pas occupé, entre le Loup et le Clotérol, vous avez des espaces naturels dans lesquels nos concitoyens ont pris des habitudes, c'est d'aller s'y balader, certains comme moi-même d'ailleurs, d'y aller courir parfois, d'autres avec le VTT, et tout ça sur des terrains qui sont privés. Et il se trouve que dans la période de la chasse, eh bien, la société de chasse de Villeneuve-Loubet a des droits sur ces terrains pour ces activités que lui donne la famille du château de Villeneuve-Loubet. Et à partir de là, la nouveauté cette année, sans que nous-mêmes nous ayons été prévenus de quoi que ce soit, hein, je vous rassure, là encore, ça doit être un problème d'antenne et de mobile, nous avons découvert nous-mêmes qu'il y avait désormais des gardes-chasse, hein, qu'il y avait des poteaux qui avaient poussé comme ça à l'automne. Malgré la sécheresse, les poteaux ont poussé avec marqué
réserves de chasse ou je ne sais plus trop quoi, qui ont été vite enlevés par les promeneurs d'ailleurs, qui sont des citoyens exemplaires aussi, hein, dès qu'ils voient un panneau qui dérange, ils l'enlèvent comme ça, il n'y a plus d'interdiction. Ça, c'est assez remarquable. Hein, c'est quand même une attitude qui, moi, m'épate toujours. Hein, c'est comme si vous avez un stop, il vous enquiquine, vous l'enlevez et puis vous roulez. Comme ça, vous n'êtes pas en infraction. Si tout le monde faisait ça, ça serait vraiment épatant. Donc, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il n'y a pas eu d'information, personne ne sait de quoi il retourne. Bon, après, on est sur des terrains privés qui pourraient être clôturés, mais il n'y a pas d'obligation de les clôturer. D'ailleurs, j'observe que de l'autre côté du village, sur le secteur de l'avenue des Plans, qui appartiennent toujours à la même famille, mais à une des familles conjointes du château, là, ça a été clôturé. Quand ça a été clôturé, ça a été carrément dézingué, quoi. Ça a été coupé pour franchir à tout prix. Bon, donc on peut s'interroger aussi sur le mobile de la promenade quand on en est à détruire le bien d'autrui. Alors je peux comprendre l'intérêt qu'on a de se balader dans les bois, de profiter de la nature, certes, mais sachez que de toute manière, dans notre pays, tous les bois sont privés. Il y a très peu d'espaces publics boisés. Les forêts françaises sont pour l'essentiel détenues par des propriétaires privés, pas toujours bien entretenus, et ça, c'est quand même une réalité. Donc voilà, je ne peux pas mieux vous dire en la matière. Moi, je pense que la question devrait être adressée au château. Hein, c'est 1 avenue de Bellevue, donc n'hésitez pas. Envoyez vos courriers. Je ne sais pas si on vous répondra. Mais il y a aussi un régisseur sur le secteur qui gère les terres agricoles. Donc peut-être que les choses remonteront. Hein, mais voilà, on l'a découvert comme vous et on n'a pas de moyens d'intervention particulière, sinon que d'être attentif pour protéger chacun et la sécurité. Hein, moi, je ne trouve pas absurde qu'en période notamment de chasse, il puisse y avoir de la prévention et qu'on n'ait pas le risque d'un accident. Donc c'est pas moi qui désavouerai non plus la mise en place d'éléments de sécurité. C'est surtout plus une information, les jours de chasse, pas les jours de chasse, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour le moment, on ne sait rien. Peut-être que le quotidien local, lui aussi, aura eu des informations là-dessus qui lui seront remontées et qu'il aura l'occasion de nous donner des éléments d'information que nous n'avons pas eu jusqu'à présent. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir, mais ça a été beaucoup demandé chez Allo Mairie. Ça concerne l'ouverture du futur Grand Frais et de Steak and Shake. Là, il en est comme de toute chose d'ordre privé. On fait avec ses moyens. Hein, et donc, Grand Frais, c'est en plein chantier, c'est en travaux. Ils ont respecté les procédures administratives qui sont toujours longues lorsqu'il y a un établissement de cette nature. Donc, bien sûr, nous avons découvert, comme tout le monde, qu'il y aurait un Grand Frais à Polygone Riviera. J'observe d'ailleurs que ce qui avait été dit sur Polygone Riviera, que ce serait que l'excellence, la qualité pour ne pas faire concurrence au commerce local, ben, c'est battu en brèche avec le rachat qui vient de se faire, où on vous dit très carrément, oui, on va prendre des marques, dont Action d'ailleurs, entre nous soit dit, qui a été cité dans le quotidien local ce week-end. Donc voilà, je ne sais pas quel impact ça aura aussi sur le commerce des villes avoisinantes. Pour ce qui nous concerne, nous sommes moins concernés dans la mesure où ça fait bien longtemps que les grandes surfaces à Villeneuve-Loubet ont proliféré avec Géant Casino par exemple, et bien d'autres ensuite. Donc nous avons heureusement un cœur ancien qui bat désormais grâce à des jeunes qui ont investi dans un commerce et qui ont trouvé leur créneau. Sur le secteur du bord de mer, c'est plus difficile d'avoir des cœurs de commerce et de vie. Et donc, Grand Frais doit ouvrir en 2024. C'est en train. Steak and Shake, lui aussi,
aurait aimé ouvrir à la Toussaint, mais les entreprises, les matériaux, le coût des matériaux qui font exploser les budgets de ceux qui investissent. En l'occurrence, c'est deux jeunes qui ont pris ça à bras-le-corps pour Steak and Shake. On les a rencontrés et ils sont eux-mêmes dépendants des entreprises. Alors, il y a des entreprises sérieuses, il y en a qui le sont un peu moins. Et ils n'ont pas trop eu de chance en la matière, même si maintenant ça va mieux. Donc les travaux sont en cours. Quand est-ce qu'ils seront finis? Bien sûr, eux, ils ont intérêt à être opérationnels avant Noël. Quand on voit l'état comme je l'ai vu encore hier, je doute qu'on soit forcément opérationnel à Noël, mais ça va se faire. Mais c'est plus long que prévu, c'est plus difficile que prévu. On ne passe pas comme ça du jour au lendemain, parce que les médias n'en parlent plus, d'une épidémie qui a fait se terrer la totalité de la population mondiale, et des coûts de l'énergie, où les situations de conflit en Ukraine, maintenant le Moyen-Orient, ne vont pas faire baisser les matières premières. Les conflits sont toujours des sources de tension sur les prix. Et évidemment, vous remarquerez que cette année, alors on ne nous en parle plus, du prix de l'électricité, du gaz, c'est comme si c'était open bar. Bah non, nous on regarde les factures, je peux vous dire que rien n'a changé, simplement le projecteur n'est plus le même. Voilà, donc on est conditionné en permanence par l'actualité et on pense que du moment qu'on n'en parle plus, c'est qu'il n'y a plus de problème. Non, pas du tout. Et les investisseurs, les entreprises, subissent bien sûr les contre-coups. Donc les choses se passent comme ça doit se passer, mais ça a été vrai aussi pour le Cœur des Morettes et Cap7, bien sûr. Les décalages, les bailleurs sociaux pour réaliser les immeubles, alors, ils ont eu jusqu'à 2 ans de décalage. Voilà pourquoi on est, nous, à essayer de faire après les soudures, de récupérer les choses, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est ainsi. C'est totalement indépendant de la volonté des investisseurs. Alors, oui, c'est bon. Il y a une question qui concerne le quartier des Cavaliers, dont la personne indique qu'il est de plus en plus sale, qu'il sait qu'il y a des changements en cours, mais que la différence est flagrante par rapport à la propreté d'avant, et qui demande si vous pouvez faire quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le quartier des Cavaliers, parce que moi j'ai bien connu l'avenue des Cavaliers, et si on est honnête, l'avenue des Cavaliers avait une voie qui s'appelait l'avenue de la Pierre au Tambour, qui se terminait en impasse, avec une jolie palissade et plein de détritus, d'ordures, de poubelles diverses et variées. C'était ça, les Cavaliers. Donc j'ai pas le sentiment que c'était plus chouette, et avec pas mal de déjections canines tout le long. Donc si c'est ça, les Cavaliers, il faut s'entendre. Je pense que l'ouverture de la voirie, au contraire, puisque désormais à côté il y a Lidl, il y a la rue, l'allée Romain-Gary, fait que justement nous y passons beaucoup plus que nous y passions avant. Alors après, il faut regarder peut-être un peu plus loin. C'est vrai que le secteur autour d'Action, avec des SDF qui avaient des habitudes et qui sont venus en prendre d'autres, et qui laissent le trottoir dans un état, en sachant que devant tout Cap7, c'est tout privé, donc c'est aussi de la responsabilité des établissements de faire le nettoiement, c'est pas à la commune, et que là, il faudra qu'on trouve des solutions une fois que tout aura été aménagé pour savoir qui fait quoi. Nous, on a des voies qui sont pas encore publiques. On a délibéré dessus. Le boulevard de Gaulle, il reste encore au promoteur. C'est lui qui devrait l'entretenir. Nous le faisons, mais nous ne pouvons pas tout faire. Et puis il y a beaucoup d'activités liées au commercial, beaucoup de populations aussi qui y traînent et qui n'ont pas encore pris les bonnes habitudes. C'est vrai pour la circulation, les sens interdits ou autres. Enfin bref, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans cette phase de transition, on ne peut pas gérer en proximité. Mais sachez quand même que c'est nous qui avons demandé à récupérer la gestion de l'avenue des Morettes, du boulevard de Gaulle et de l'avenue des Cavaliers, alors que ça aurait dû être la CASA. Simplement, la CASA, elle passe 2 fois par semaine, et sinon qu'une fois, tandis que nous y passons régulièrement, et nous serons amenés à y passer
davantage. De toute manière, il n'est jamais interdit de nous signaler des éléments par l'application Maire et Citoyen pour qu'on le rectifie. Parce que n'oubliez pas que la ville de Villeneuve-Loubet, c'est la superficie de Cannes, mais pas avec les effectifs d'employés de la ville de Cannes. Et donc, nous faisons avec les équipes que nous avons. Et par ailleurs, même quand nous voulons embaucher, nous ne trouvons pas les gens qui ont forcément envie de balayer la crasse des autres. C'est devenu très compliqué. Voilà, donc tout ça font qu'on a des postes ouverts. Et s'il y en a qui veulent venir donner un coup de main et être payés, devenir un jour le bonheur, quoi, fonctionnaire pour la vie, il ne faut pas qu'ils se privent. Voilà. Mais beaucoup préfèrent aller dans le privé plutôt que de venir dans les collectivités. C'est aussi un autre sujet que l'on n'évoque jamais. Hein. Et c'est pour ça que ceux qui salissent, ceux qui jettent en pensant que les employés municipaux sont des boys, sont quand même des gens pas très intéressants. Alors, il y a une question qui concerne toujours le secteur des Morettes. On demande si un city-stade serait envisageable parce que pour le moment, il n'y a qu'un parc pour les petits. Dans le secteur Des Morettes. Sur le secteur des Morettes, je vois même pas de... Enfin, il y a pour les petits. Alors, le city-stade, il a existé. Il a existé sur le groupe scolaire Anthony Fabre. Voilà. On l'a réalisé et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que le city-stade, dans ce secteur-là, ça profite pas aux habitants du quartier. Ça profite à plein de gens qui viennent d'ailleurs et qui alors se moquent éperdument des infrastructures en la matière. Donc un city-stade, comme son nom l'indique, ça doit être ouvert. Et ouvrir pour avoir que des nuisances extérieures, c'est un peu compliqué, avec une population aussi qui va faire autre chose que du sport, avec d'autres trafics que ça génère tout autour. Le quartier, pour le moment, n'est pas suffisamment, entre guillemets, civilisé pour qu'on puisse rouvrir un city-stade. D'ailleurs, le city-stade, nous l'avons rebaptisé, à l'intérieur du groupe scolaire Anthony Fabre, fermé. Alors que sa vocation était d'être ouvert. Alors après, sans parler de city-stade, sur le chemin des Essarts, tout au bout du chemin des Essarts, il y a un lieu qui permet de faire du foot, de faire du basket, du hand, et avec des infrastructures très sommaires. Même ça, c'était systématiquement détruit, vandalisé, par ceux qui venaient pour en profiter quand même. Alors aujourd'hui, c'est tellement bien boulonné et tellement bien moche aussi, hein, comme concept, hein, mais on peut jouer au basket, on peut jouer au hand, on peut jouer au foot. C'est au bout des Essarts, il y a le jardin d'enfants, et au bout, il y a cette plateforme sur laquelle on peut se défouler. Alors, évidemment, c'est au fond des Essarts. Ça nous évite d'avoir une population extérieure dont je parlais tout à l'heure, d'être plus dans une population plus proche, mais on observe que ça n'intéresse pas grand monde non plus. Donc on regarde un petit peu les choses pour trouver des solutions, mais c'est vrai que le principe du city-stade ouvert sur le secteur de la 7, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et c'est un petit peu malheureux de le dire. Hein, c'est vraiment pas parce qu'on ne voudrait pas le faire, mais on pense que la priorité est donnée aux petits ou aux moyens. Hein. On va ouvrir un jardin à Anthony Fabre, un jardin d'enfants encore, parce qu'on peut le fermer le soir, on peut dégager les gens qui viennent aussi de manière impromptue, alors que le city-stade, c'est un peu compliqué. Alors c'est pour vous dire, on en a 3 sur le secteur des Espéresses en limite de la colle. Et là, les choses se passent bien. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de fréquentation extérieure. Tout le monde ne le connaît pas. Tandis que si on met un city-stade en plein, au milieu, au cœur de la 7, là, on va avoir tous les joyeux lurons de Cannes, Antibes, Nice et les environs, et des gens qui sont là pas tellement pour faire du sport, mais qui sont là vraiment d'abord pour dégrader. On a quelques Zoulous dans le secteur, sur lequel on est très vigilant, qui ont l'âge... Avant, on disait l'âge bête, c'est entre 12 et 15. Aujourd'hui, l'âge bête, c'est 18, 20, 22. On a vraiment des gratinés sur lesquels il y a des outrages, il y a toute une population marginale, pas très importante, mais sur lequel
notre police municipale est obligée d'intervenir en permanence. Alors évidemment, on peut se désoler. C'est au détriment des jeunes qui pourraient... Alors pour les jeunes, ben, je leur dis, venez au stade, hein, il y a un parc des sports, il est ouvert, parce qu'on fait des city-stades dans les communes, là où les parcs des sports sont fermés quand même. Chez nous, le parc des sports, il est ouvert et il est gardé. Donc on peut jouer au basket, on peut jouer au hand. Hein, y a le skatepark qui lui aussi est sous surveillance d'un jeune du service civique. Donc c'est pas si loin que ça que d'aller au parc des sports et d'aller se défouler, faire la pratique sportive. Au moins on sera en réelle sécurité et pour nous aussi. Alors, il y a une question qui concerne les plus petits et qui concerne la réouverture ou pas de la halte garderie. Est-ce qu'elle est fermée définitivement? Car beaucoup de parents ne veulent pas mettre les enfants toute la journée en crèche et se retrouvent à devoir chercher des places dans les haltes des villes voisines. Et oui, ben c'est malheureusement pour le moment l'impossibilité pour nous de rouvrir cette halte garderie, puisque c'est là où on va construire la future crèche qui va permettre d'avoir plus d'enfants pris. Et donc dans le secteur des Ginestières, où il y avait la halte garderie, et momentanément, pour le moment, alors savoir si elle rouvrira plus tard, après, c'est pour le moment pas à l'ordre du jour, parce qu'on est concentré sur la réalisation de cette crèche et en fonction nous en avons d'ailleurs délibéré, nous avons choisi celui qui va la réaliser, c'est l'association les Chaperons Rouges qui vont le faire. Et donc, en attendant, on n'a pas d'espace ni d'endroit qui permettent de satisfaire à la demande de la population. Nous verrons ce qu'il en sera au moment de l'ouverture de la crèche que nous espérons pour 2025 et on s'adaptera bien sûr à la demande aussi, hein, pour permettre d'avoir des satisfactions. Mais le problème de la petite enfance, c'est un problème difficile parce que d'abord la caisse d'allocation familiale réduit ses subventions. Il faut savoir que rien n'est au prix coûtant, bien sûr, hein, et que donc le budget de la commune participe largement pour offrir des tarifs plus attractifs et que on ne répond jamais, on n'est jamais en capacité de répondre à la totalité de la demande. Donc c'est effectivement un peu la difficulté aggravée par la fermeture de la halte garderie, mais on n'avait pas d'autre solution pour réaliser cette crèche. Donc on n'est pas dans ce qui peut être satisfaisant pour le moment. Donc on verra en 2025 comment on peut, s'il doit y avoir une alternative. Est-ce que l'avenir est à la halte garderie aussi? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et surtout, dans les modes de garde, les aides de l'État en la matière. Parce que sur l'enfance et la petite enfance, c'est le budget des communes d'abord qui participe lourdement. Alors, il y a deux questions plus techniques. Une au sujet de la possibilité d'élargir les trottoirs de l'avenue de la Bermonne afin de sécuriser les piétons des voitures et des déjections canines. Et la seconde demande, justement dans le même quartier, s'il est bien prévu une antenne relais Free sur la Bermonne et si vous avez des infos. D'abord, pour les antennes, il y en a tellement qui sont installées que je ne pourrais pas vous dire comme ça à promptu où, quand et comment. Ce que je sais simplement, c'est que tous ceux qui ne veulent pas d'antenne ont quand même l'engin qui va bien. Donc dès qu'on supprime tout ça, il n'y a plus besoin d'antenne. Voilà. Donc on est tous dépendants de ces engins et les antennes, nous faisons en sorte qu'elles ne soient pas tout à fait n'importe où, qu'elles soient camouflées, mais très franchement, on en a vu d'autres et installées, et tout le monde a survécu, personne n'a... voilà, donc ça fait partie du mal de notre siècle, de la même manière quand on est au bord du route de s'étonner qu'il y ait le bruit des voitures. Voilà. Bon, il ne faut pas se mettre au bord d'une route, et c'est vrai que d'avoir une implantation peut être dérangeante. Sur le secteur de mémoire, comme on en a plusieurs en cours,
que parfois on attaque, hein, mais à chaque fois on perd au tribunal puisque les opérateurs ont tous les droits. Simplement aujourd'hui ils nous informent, c'est gentil, hein, parce que moi j'ai connu une époque comme maire, c'était celle des plans, qui est toujours d'ailleurs, que j'avais attaqué et sur lequel la commune a perdu bien sûr, mais on n'avait même pas été prévenu. Donc l'opérateur faisait son affaire avec un propriétaire privé, c'est comme les camions snacks ça, hein. Et puis terminé, le propriétaire touche la redevance, la commune subit la nuisance. Voilà. Donc aujourd'hui, ils nous préviennent, ils nous font le détail, ils ont l'amabilité parfois de nous proposer un camouflage pour pas que ça dérange trop l'esthétique du paysage, mais ne vous y trompez pas, aucun tribunal ne fera droit à la revendication des riverains comme du maire en la matière. Donc on fait avec. Force est de dire aussi que tous ceux qui ont vécu pas très loin d'une antenne mobile ont quand même survécu. L'espérance de vie ne s'est pas réduite d'un coup, donc il ne faut pas non plus avoir une phobie. Mais c'est vrai que selon l'installation, si on est trop proche ou autre, ça peut être une nuisance. On le regardera un peu de près. Nous avons un service d'urbanisme pour ça. Vous pouvez prendre attache auprès du chef de service, de la chef de service, pardon, ou de l'adjoint à l'urbanisme, Monsieur Marcel Piacentino, pour vous donner tous les éléments un peu plus précis que je ne le fais aujourd'hui. Concernant l'avenue de la Bermonne, je voudrais juste rappeler qu'il y a 10 ans, il n'y avait aucun trottoir. Comme ça, on n'avait pas de souci de déjection canine, puisque sur cette avenue, il n'y avait aucun trottoir. Il n'y avait même aucun marquage au sol pour les piétons. Donc c'était open bar entre les cars scolaires, entre les piétons, la circulation automobile. Donc nous avons effectivement, c'était un des arguments pour nous avec la promotion immobilière de BNP Paribas avec le groupe Résidence Nature Azur, d'avoir les premiers trottoirs sur cette avenue. Hein, et donc les voiles de la Bermonne après ont permis d'allonger le trottoir. Et puis on se heurte bien sûr à un obstacle, c'est qu'on est chez des gens qui ont le droit de garder leur propriété et qui n'ont pas envie qu'on leur réduise leur jardin pour faire passer un trottoir qui leur réduirait leur espace de vie. Voilà. Et puis qui coûterait à la commune un tarif exorbitant. L'avantage du trottoir de la Bermonne, c'est qu'il n'a pas coûté à la commune, hein, sinon que les plantations d'arbres de la deuxième tranche. On y a planté aussi des arbres et donc on a un trottoir confortable. La continuité sur le secteur en trottoir ne pourra se faire qu'à une condition, c'est de mettre en sens unique l'avenue de la Bermonne. On y travaille. Bien entendu, dès qu'on aura fait ça, alors là, on aura le concert de lamentation et de protestation. Ça va de soi. Mais c'est la seule possibilité qu'on a, le petit morceau entre les résidences de Montfleury et les voiles de la Bermonne. Il n'y a qu'une solution, c'est un sens unique. Parce qu'on ne peut pas faire de sens alterné dans la mesure où on a les cars qui passent. Et donc, alors ça ne serait pas la totalité de la voie, puisque l'accès à Nature Azur se fera toujours librement en double circulation. Mais la partie un peu dure vers Montfleury, on n'a que cette solution. Donc on fera le test dès qu'on sera prêt là-dessus. Ça sera un test. On regardera comment ça fonctionne pendant plusieurs semaines. Et si c'est comme l'on pense, eh bien on gardera. Le sens devant être entre Antibes vers le village et non pas le village vers Antibes, bien sûr. Hein, c'est-à-dire donc de Bel Air vers le village, vers l'avenue du Loubet, et non pas l'avenue du Loubet vers Bel Air. Là, en disant ça, hein, on prend je ne vais pas dire des risques, parce qu'il faut que ça change, mais à condition que rien ne bouge, hein, c'est bien connu. Mais on ne se satisfait pas que rien ne change. Et comme on n'a pas de solution pour la sécurité des piétons autre que le rétrécissement de la voie à une voie unique avec un vrai trottoir de protection qui n'existe pas aujourd'hui, eh bien, on fera le test et on verra si ça fonctionne ou pas. En parlant de tests, certains l'ont remarqué. J'ai pas eu de questions, mais je sais que certains se sont posé la question. Le petit tunnel Saint-Christophe, comme on l'appelle, hein, qui rejoint la RD 6007 à la RD 6098, c'est-à-dire le boulevard National 7 au boulevard Georges Pompidou au droit de Marina, est désormais piéton et vélo et n'est plus accessible aux automobiles. Voilà. Alors bien entendu, c'était très pratique d'y passer pour éviter le détour.
on en est bien conscient. Mais ce qui était moins pratique, c'est que quelqu'un qui était handicapé en fauteuil ne risquait pas de passer, à moins de ne plus être handicapé, c'est-à-dire de passer directement au caveau, c'est-à-dire au cimetière. Voilà. Et ça, c'est quand même plus acceptable à notre époque que des citoyens puissent pas avoir l'accès à leur propre circulation. Donc, il y avait beaucoup de piétons, il y avait quelques vélos, il y avait les gens en situation de handicap qui ne pouvaient absolument pas passer. On a refait les trottoirs comme il convient de faire. Donc, désormais, effectivement, eh bien, quand on est en fauteuil roulant, on peut y passer sans risquer sa vie. Pareil pour les piétons et les vélos. Et les voitures, qu'est-ce qu'elles font? Elles font comme tout le monde. Elles prennent la voie de la bretelle d'autoroute, elles descendent sur Géant Casino, sur le carrefour, et elles tournent en retour sur Marina. C'est 5 minutes. Voilà. C'est dramatique en voiture, 5 minutes. D'autant plus que ce n'est pas un secteur très embouteillé et qui permet de le contourner. Et sinon, on fait le détour avant pour aller sur Antibes par le bord de mer. Alors, on change des habitudes. Moi, je suis très à l'aise. J'avais demandé à mon prédécesseur d'élargir le tunnel Saint-Christophe quand ils ont fait la 3e voie. Il aurait suffi d'une volonté politique municipale auprès de la CASA, auprès du département, de la région et de la SNCF pour qu'en même temps qu'on faisait la 3e voie, on fasse un vrai élargissement et pourquoi pas un vrai axe de circulation entre la 7 et la 98. Je l'ai proposé, je n'ai pas été suivi. J'ai découvert en revenant en fonction en mairie qu'on s'était contenté de demander ça entre fonctionnaires. Bien sûr que c'est une décision qui ne pouvait pas être prise entre fonctionnaires. Elle devait être prise au niveau des élus et en y mettant bien sûr de l'argent. La commune n'a pas voulu se risquer en la matière là-dessus. Et le département n'a même pas été consulté puisque j'étais conseiller général à l'époque, la région ou autre. Bilan, on garde ce petit tunnel d'une autre époque. Et on est tranquille pour 50 ans, quoi. Et vous n'imaginez pas qu'aujourd'hui, c'est la commune toute seule comme une grande qui va se refaire des travaux avec la voie de chemin de fer au-dessus. Quand on sait que la SNCF, ses infrastructures, c'est sacré. D'ailleurs, sachez-le, le tunnel, l'éclairage, c'est la responsabilité de la SNCF. C'est même pas nous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez moche. Et que on va essayer d'avoir au moins ça en contrepartie pour rendre un peu plus esthétique, un peu plus confortable le passage dans ce tunnel. Donc voilà, ce qu'on a raté à une époque, faute de volonté, eh bien on se le paye. Et donc aujourd'hui, moi je fais un constat clinique. Il n'est pas question de laisser un trottoir pour unijambiste, parce que c'est quand même un trottoir pour unijambiste, et puis des véhicules, et puis un feu, et puis des gens qui descendent en voiture aussi à une vitesse absolument incroyable, et au milieu des piétons et des cyclos. Donc on a pris la décision. Sachez que par la suite, le département travaille au réaménagement du carrefour du Docteur Lefebvre. On va créer avec la CASA un trottoir pour la bretelle d'accès à l'autoroute, qui est derrière les ensembles commerciaux dont j'ai plus le nom en tête. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un trottoir, il s'arrête, vous allez sur la route et vous reprenez un trottoir avec une hauteur comme ça, autant vous dire que vous ne le prenez pas, quoi. Donc d'ici le printemps prochain, au carrefour du Docteur Lefebvre, la petite bretelle d'accès à la bretelle d'autoroute sera sécurisée piétonne et cyclo pour être dans la continuité. Voilà, c'est pas forcément la bonne solution, c'est la moins mauvaise des solutions que nous devions prendre. Et nous avons, nous, le courage de nos responsabilités. C'est-à-dire que même si on se met à dos des gens qui ne le comprennent pas et qui vont nous critiquer, on regarde ce qui nous paraît être globalement mieux que ce qui pouvait exister. Et je le dis, je suis moi-même automobiliste, mais pour moi, la priorité, c'est les piétons, les cyclos, les gens avec un handicap, qui ont le droit de vivre comme tout le monde. Et très franchement, avec notre voiture, qui n'est jamais qu'un tas de ferraille sur 4 roues, prendre 5 minutes de plus pour aller à une destination, c'est quand même pas insurmontable. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et notamment de respecter ceux de nos concitoyens qui n'ont pas la possibilité, comme nous, de pouvoir
se mouvoir, se déplacer en toute liberté. Et nous, dans l'affaire du tunnel Saint-Christophe, notre priorité, ça a d'abord été les gens qui sont dans un fauteuil roulant et qui n'avaient pas le droit, eux, de circuler. Ça, je considère qu'à notre époque, c'est insupportable. Donc, voilà. Et nous, avec nos automobiles, eh bien, on se débrouillera. Je fais le détour comme tout le monde. Je passais comme tout le monde à cet endroit-là. Bien sûr, c'était pratique. C'était moche, mais c'était pratique. Et ben, désormais, je fais le détour et je repasse de l'autre côté. Et voilà. Et la Terre tourne toujours. Alors, pour rester sur la RN7 et sur les trottoirs. Il y avait longtemps. Oui, on vous demande si. Alors, j'ai deux questions. C'est pas les mêmes coins, mais s'il est possible d'installer un trottoir côté RN7 au niveau des voiles de la Bermonne, direction Antibes, avec une barrière de sécurité pour les piétons. Alors, le trottoir, il existe. Et la barrière de sécurité, c'est nous qui allons les fabriquer, parce qu'on ne peut rien attendre du département là-dessus. Je rappelle que c'est une route départementale et que nous l'avons évoqué avec eux en leur disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rétrécir un peu les voies de circulation, de gérer un peu les voies de circulation pour permettre d'élargir le trottoir. Ça s'avère compliqué. En tout cas, ce n'est pas encore dans le raisonnement du département. Ça viendra peut-être. On observera d'ailleurs que sur notre intervention, le département a permis de franchir la 7 en sécurité désormais au logis du Loup. Quand on descend du car, on ne risque pas d'être découpé en lamelles par la circulation automobile. Il y a un vrai passage protégé. Il y a même un feu à commande. Et désormais, voilà. Donc, bientôt d'ailleurs, à la fin de l'année, nous allons faire pour les gens qui habitent le quartier, sur le petit talus que les plus sportifs et jeunes empruntent, nous allons faire un escalier réglementaire qui va permettre aux gens de ne pas faire tout le tour pour remonter sur le trottoir, mais pour pouvoir descendre directement. Ça, nous sommes capables de le faire. Après, tout le long du trottoir, que j'emprunte moi-même à pied ou en vélo, c'est vous dire, hein. J'ai bien conscience que vu les vitesses qui sont pratiquées là, le trottoir n'est pas un élément de sécurité. Donc nous avons prévu effectivement de mettre un barriérage au fur et à mesure, mais il se trouve que ce sont nos agents qui fabriquent les barrières et nos ferronniers ont beaucoup de travail et donc il y a plein d'endroits où ils doivent mettre les protections, mais le centre technique municipal a dans sa musette de faire d'abord les barrières là où on descendra de l'escalier dont je parlais tout à l'heure, et puis progressivement d'aller sur les secteurs où on peut craindre le plus, mais on est bien conscient de cette difficulté. De la même manière qu'on a demandé à Vinci de s'occuper du passage souterrain, qui nous a répondu, ben nous, c'est pas notre problème, débrouillez-vous, c'est bien aimable, mais je crois que c'est quand même l'autoroute qui a créé ce passage souterrain pour les piétons, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc on a demandé au département, puisque c'est sa route quand même, de bien vouloir prendre attache avec Vinci pour voir de quelle manière le passage souterrain lui-même pourrait être un petit peu plus confortable que ce qu'il est aujourd'hui. Mais là, c'est toujours pareil, dans des secteurs qui étaient hors agglomération, car n'oubliez pas que nous sommes hors agglomération, c'est-à-dire dans la commune, mais pas directement impliqués par la commune, comme l'avenue du Loubet et l'avenue du Saint-Andrieux. Ce sont des routes départementales gérées par le département. Donc on n'a pas la maîtrise directe des choses. Il faut qu'on demande l'autorisation et parfois il faut même qu'on paye avant de demander ou après avoir demandé l'autorisation. Donc les choses s'organisent progressivement, mais on ne lâche rien non plus là-dessus. Et donc on se fera l'interprète des demandes qui sont posées. Et il y avait une deuxième question qui concerne la RN7, mais du côté d'Action et du quartier des Morettes, à laquelle vous avez répondu un petit peu en début d'émission, qui indique que depuis l'arrivée d'Action, le quartier est catastrophique, les gens prennent les sens interdits et il y a des déjections canines et des détritus partout. Oui, c'est pas faux. On observera qu'on y met la police municipale aussi très très puissamment et régulièrement, que ce n'est pas les PV qui manquent pour ceux qui regardent rien, ne respectent rien, donc on va continuer comme ça. C'est assez difficile de civiliser certains dans leur comportement qui n'ont pas l'habitude de respecter quoi que ce soit et qui pensent que c'est open bar, et surtout dans la méconnaissance des lieux. Le problème surtout, c'est la méconnaissance des lieux, on ne connaît pas.
Donc parfois on peut commettre une infraction d'ailleurs en toute bonne volonté. Moi je déplore que Action et puis les autres partenaires économiques n'aient toujours pas signalé le parking souterrain comme ça devrait, parce qu'on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Et l'accès peut se faire aussi derrière, donc il n'y a pas besoin d'aller se garer à l'extérieur et de franchir les axes de circulation, mais le parking n'est pas signalé. Alors on l'a demandé déjà à la direction, qui nous a dit oui, oui, mais qui n'est pas trop pressé, et puis chacun se renvoie un peu la balle. Mais on va avoir des mois encore pénibles comme ça. Les déjections, je ferai remarquer que c'est plutôt ceux qui y vivent, hein, et qui baladent leurs chiens, donc ça, que chacun regarde un petit peu par devers lui. Et ce n'est que quand on aura finalisé, formalisé les choses, que ça sera un vrai quartier organisé, un vrai quartier urbain, et non pas une sorte de no man's land entre l'activité économique et ce qui se passait derrière dans le temps, hein, où vous aviez tous ces comportements. Simplement, comme c'était plus ou moins fermé, comme il n'y avait jamais d'intervention, on ne voyait pas toute l'accumulation des déchets de toutes sortes ou autres. Donc on peut avoir l'impression que c'est nouveau, mais non, hein, c'est pas nouveau. D'avoir des SDF, c'est pas très nouveau sur le secteur, hein, mais justement, c'est pas forcément eux toujours non plus. On a plutôt des passages de gens alcoolisés. Et vous savez, la proximité des gares, surtout des gares comme les nôtres, c'est jamais non plus un élément d'embellissement et d'amélioration. La gare aussi, hein, je vous signale que c'est nous qui intervenons pour vider les poubelles que ne vide pas la gare SNCF, qui intervient qu'une fois ou deux dans la semaine, mais jamais pour le week-end. Donc on est dans un no man's land qu'on est en train d'occuper, de fixer, et il faut du temps, il faut de la patience. Je peux comprendre que quand on est dans le secteur soi-même, mais que, sachez-le, le secteur, moi, m'intéresse aussi parce que j'ai des raisons également d'y être plus près que vous ne l'imaginez. Hein, et donc, je le vois bien fonctionner. J'y étais encore hier, j'y étais il y a 2 jours. Enfin, voilà, hein, donc je le regarde comment il fonctionne. D'ailleurs, certains des résidents du secteur m'y voient aussi et j'ai l'occasion de les rencontrer. Ils me disent directement ce qu'ils ont à me dire et je les en remercie. Hein, et je ne citerai pas de nom de ceux que je connaisse. Sachez aussi qu'on a des employés municipaux qui sont là, des agents municipaux, hein, et qui ont la capacité aussi de nous faire part des désagréments. Mais c'est la rançon de ce qui sera demain un très beau quartier et aménagé en conséquence. Quant à Action ou Lidl, parce que avant qu'il y ait Action, on nous parlait de Lidl, bon, c'est l'activité économique, hein, c'est toujours pareil, mais il faut prendre ces marques. Et donc, il faut prendre des habitudes et il faut faire évoluer les comportements. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est ce qui explique que la police municipale est très, très présente sur le secteur pour bien marquer son territoire parce que bientôt, elle y élira domicile, hein, d'ici l'été prochain. Et donc, à ce moment-là, ça sera un peu plus compliqué de pouvoir faire n'importe quoi, n'importe comment, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu un poste de police municipale et qu'on a mis dans l'acquisition foncière quelques 300 000 € quand même, en attendant les travaux que nous allons y faire pour y mettre une mairie annexe et nos effectifs de police municipale, je le répète, 24 heures sur 24. Ça changera un petit peu la donne. Mais en attendant, il faut faire avec et on en est conscient. Alors, il reste une dernière question qui était, oui, ça fait une petite heure et demie, donc c'est la dernière, c'est qui vous demande un petit bilan après les gros travaux qui ont été effectués dans le Loup et qui vous demande si vous avez eu des nouvelles des anguilles, si elles vont bien et si elles ont passé un bon été. Je pense que j'ai pas demandé aux paysans du coin qui connaissent bien la question, mais j'ai l'impression que cette année, on n'en a eu aucune. Parce que c'était tellement bien fait, les herses féodales, que je pense qu'elles ont dû avoir du mal à passer. Mais vous savez, les anguilles, il ne faut pas jamais s'inquiéter pour elles, hein, parce qu'elles se planquent sous la roche, elles se planquent pour chercher la fraîcheur, elles sautent par la berge si elles doivent remonter plus loin. Donc voilà, ces travaux, vous savez très bien ce que j'en pense. On nous les a imposés. Je voyais des gens hier en paddle, canoë-kayak qui profitaient de la hauteur du Loup pour dévaler et qui se sont ratatinés un petit peu plus bas sur les petites chutes
occasionné pour la circonstance. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je souhaite le meilleur pour les anguilles, hein, parce que nous, on est très attachés aux animaux. Regardez l'histoire des tortues. Elles savent tellement que c'est bien Villeneuve-Loubet qu'elles viennent à Villeneuve-Loubet et nulle part ailleurs dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est vous dire hein, qu'on aime les anguilles aussi. Mais je pense que si on leur avait foutu la paix, elles se porteraient tout aussi bien hein, que ce qui a été fait. Bon, c'est comme ça. On fait avec. J'espère que ce qui a été le plus important, c'était de faire les travaux de protection et d'élagage et de sécurité pour la montée des eaux, pour la sécurité. Donc ça a été fait par le SMIAG et ça a été fait très proprement et il faut aussi le saluer. Ben écoutez, je vais souhaiter une bonne soirée en vous remerciant pour les questions qui se sont accumulées au fur et à mesure, ce qui est le signe que vous regardez et qui me permet, moi, de répondre, vous le remarquerez bien, en toute spontanéité. On n'a pas forcément tous les éléments sur les émetteurs. J'avoue que j'en ai quelques-uns en tête, mais je ne saurais dire les choses précisément. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je ne réponds pas précisément. Mais sur le reste, on connaît bien notre commune et on est preneur, bien sûr, de toutes les observations que vous nous faites, soit en direct, soit, je le répète, par l'application Maire et Citoyen, qui est indispensable. Une petite communication pour les jeunes. Le 9 novembre, c'est l'anniversaire du décès du général de Gaulle. Nous allons avoir les jeunes en préparation défense, une quarantaine de Villeneuvois que j'aurai l'occasion de rencontrer. Nous ferons la cérémonie d'hommage avec eux au général de Gaulle. Et j'en profite pour dire à ces jeunes, dont certains sont dans le service civique dans notre commune, notamment pour le skatepark, que nous formons aussi des BNSSA, c'est-à-dire des futurs maîtres nageurs. Moi, je dis aux jeunes qu'ils réfléchissent bien parce que on manque de maîtres nageurs dans notre pays. C'est demandé. Donc, ceux qui préparent des études sportives, en attendant, peuvent venir se former avec nous, puisque c'est le capitaine des pompiers, le capitaine Delin, qui les forme. Et on leur offre la formation, qui est quand même coûteuse. Et ils nous doivent en échange 2 ans de service sur les plages de notre littoral. Ça vaut quand même le coup et tout le monde est gagnant. On a un diplôme qui n'est pas facile à obtenir hein, parce qu'être un bon maître nageur, eh bien, c'est assez exigeant. Et en même temps, ça peut servir dans sa formation future si on veut être prof de gym hein, ou si on veut faire son métier. Parce que dans notre département, être maître nageur, c'est quand même avoir des débouchés possibles, y compris dans les collectivités, parce que même si on ne pourra plus construire des piscines comme avant, de faire des bassins pédagogiques, d'avoir des établissements privés également qui offrent le service de plage, bon, ben, ça demande des maîtres nageurs. Donc vous pouvez vous inscrire, hein, une formation gratuite, je le répète, auprès de l'Action éducative et civique, qui se trouve désormais avenue de la Liberté, en face de l'école Saint-Georges, dans ce qu'on appelait jusque-là l'espace associatif. Donc, on vous expliquera tout. C'est auprès de Lucie Rouillon, hein, qui a pas mal d'activités auprès des jeunes. Donc, le 9 novembre, avant le 11 novembre, pour se retrouver au Monument aux Morts à 10h, sur la place Jean Flory à l'église, eh bien, vous êtes cordialement invités pour rendre hommage à ceux qui ont fait en sorte que nous puissions toujours être français et être fiers du drapeau qui flotte sur nos établissements publics. Voilà. Et ça n'est pas rien. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Comment se fait-il qu'on bétonne autant la ville de Villeneuve-Loubet? Monsieur le maire, est-il vrai que les places de parking vont devenir payantes? Bonjour monsieur le maire, est-ce qu'un jour nous aurons une piscine municipale? Vous êtes nombreux à m'interpeller dans la rue, au café, pour me poser des questions, des interrogations, des renseignements. Donc je vous donne rendez-vous prochainement en direct sur Facebook pour qu'on puisse échanger véritablement.